Bonjour à toutes et à tous. Merci d'honorer ce rendez-vous d'information sur BB24. L'université d'Abomey-Calavi accueille un nouveau docteur dans le cercle prestigieux des enseignants. Cherche son nom, Isabelle Dossou. Elle a soutenu sa thèse de doctorat sur la gestion des ressources en eau dans un contexte de décentralisation. C'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter la fente labiale? On en parle dans un instant. Les rois de la route, plus connus sous le nom de camions poids lourds, font la loi dans la circulation. Ils s'imposent parfois aux conducteurs d'engins à 2 et à 4 roues. Sont-ils conscients des dommages qu'ils causent? La réponse est à suivre. Bienvenue dans ce journal. Comment assurer une bonne gestion des ressources en eau dans un contexte de décentralisation? La question préoccupe plus d'un et fait d'ailleurs l'objet d'une thèse de doctorat pour Isabelle Dossou, puisque c'est l'impétrante dont il s'agit. Les modèles endogènes sont les idéaux pour assurer une bonne gestion des ressources en eau. Ces recherches ont porté sur la commune d'Abomey-Calavi. Les détails dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Au nombre des denrées les plus importantes et indispensables pour l'homme, on retrouve l'eau. L'accès à l'eau figure parmi les objectifs de développement durable, dont l'objectif numéro 6 vise en effet un accès universel à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Des ressources en eau, la commune d'Abomey-Calavi en dispose de plusieurs. De façon classique, il existe à Abomey-Calavi 3 types de ressources en eau. Il y a les ressources, les eaux atmosphériques, qu'on appelle les pluies. Et nous avons les ressources en eau superficielle, c'est-à-dire les cours d'eau, les plans d'eau. Et nous avons les ressources en eau souterraines. Autant de ressources en eau dont la gestion n'est cependant pas sans contrainte. Vous savez, vous pouvez mobiliser de l'eau de pluie pendant qu'elle tombe. Encore faudrait-il disposer d'un certain nombre de moyens pour le faire. Mais si c'est de l'eau souterraine, il faut pouvoir aller la chercher là où elle est. Puis, les eaux de surface, les contraintes majeures qui sont liées à ces eaux de surface, c'est qu'elles sont généralement exposées à toute forme de pollution. Et pour pallier ces nombreuses difficultés d'alimentation en eau, Isabelle Dossou s'est intéressée aux modèles endogènes de gestion des ressources en eau dans le contexte de la décentralisation. Un thème choisi pour sa thèse de doctorat qu'elle présente ici, devant un jury aussi bien physique que virtuel. La gestion traditionnelle, c'est une gestion que nous devons valoriser, tout simplement selon moi, parce que c'est pour assurer la protection des ressources en eau. Par exemple, nous pouvons citer la conservation de l'eau dans les jarres, la récupération de l'eau de pluie par les citernes, etc. Les recherches sont faites dans 9 arrondissements de la commune avec pour échantillon 400 chefs de ménage. Le but, réveiller les consciences des autorités face à cette problématique de taille qu'est la gestion des ressources en eau afin d'assurer la disponibilité conséquente d'une eau de qualité. C'est maintenant à l'autorité, au niveau local, de profiter de ces outils mis en place par Dr Dossou, Isabelle, pour pouvoir gérer autrement les ressources en eau. La commune peut mettre en place un système de gestion moderne de ces ressources, de manière à assurer la pérennité de la disponibilité de ces ressources pour faciliter l'accès à l'eau à toute la population. Le bien-être et le développement de la population étant important, le travail d'Isabelle a été accepté et a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury. Madame, Monsieur, en circulation, les conducteurs de véhicules à 2 roues et de voitures se plaignent fréquemment du non-respect du code de la route par les conducteurs d'engins poids lourds. Pour certains usagers de la route, ces chauffeurs de camions se sentent en position de force et appliquent donc la loi du fort. Mais qu'en est-il réellement? Calvador Arwanou et Nadège Soni ont sillonné la ville de Cotonou pour mieux nous édifier. 13h dans la capitale Cotonou. À cette heure de la journée, difficile de circuler
sans croiser les camions gros porteurs. Ces conducteurs sont les plus décriés. C'est de géants véhicules. Ils s'estiment déjà au paroxysme, donc ils peuvent briser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Quand on les voit, si tu ne fuis pas, c'est ton problème. Quand tu vas essayer de parler, ils vont te dire que ouais, bon, assurance supportée. Est-ce que l'assurance peut faire revenir celui qui est mort à la vie? Souvent incompris, parfois mal jugés, les conducteurs de camions gros porteurs disent ne pas appliquer la loi du plus fort. Bien au contraire. Aucun chauffeur de camion ne cherche à tuer volontairement. Quand les autres usagers de la route se retrouvent devant nous, nous avons même peur. Ce n'est pas facile de conduire un camion. Les usagers ne respectent pas le code de la route. Ils nous mettent en difficulté en se mettant devant nous, alors que ce n'est pas facile pour nous de freiner. C'est ce qui nous amène à mal leur parler et à leur dire que c'est grâce à Dieu qu'ils vivent et parlent encore. François est conducteur de camion depuis 2 décennies déjà. En 20 ans de travail, il a déjà été victime de toutes sortes d'injures dans l'exercice de son métier. Ils ont commencé par dire que nous on prend du gay, on fume de la cigarette, on prend de la boisson. Oh, moi qui suis ici maintenant, je ne fume pas de la cigarette, ni de l'alcool. Mon manger c'est de baigner. Vous voyez maintenant dans ma main, non? De l'avis des usagers de la route, tous les conducteurs de camions n'ont pas le permis de conduire. Ils s'interrogent sur la qualité de leur formation. J'ai fait l'apprentissage d'abord avant d'être envoyé à l'auto-école. Oui, on a fait auto. J'ai fait code, j'ai fait tout. Nous tous, nous sommes des chauffeurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur métier, bien fait l'apprentissage. Ils ont passé à côté des gens pour prendre le permis. Je vois que c'est le mauvais comportement de ces chauffeurs, de ces usagers de la route là, qui les amène à dire ces choses. Sinon, ce qu'ils apprennent normalement pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent en circulation. Mais une fois sur la route, ils essayent de pratiquer autre chose. Maintenant, ils utilisent la loi du plus fort pour intimider les usagers de la circulation. Au-delà du respect du code de la route, certains usagers de la route plaident pour une courtoisie au volant. Cela pour améliorer la sécurité sur nos routes. Plus connue sous le nom de bec de lièvre, la fente labio-palatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale. Dans le monde, une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur d'une fente labio-palatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand un enfant souffre de cette malformation? Les précisions dans cet élément. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans
selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre le bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consort. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultistes aussi savent bien le faire. Nous voilà donc assez mieux édifiés sur la maladie entre griffes, le bec de lièvre. On met le cap, madame, monsieur, sur le Cameroun où les conventions de dette croisées avec les entreprises augmentent de 6,4% la dette intérieure, soit environ 144 milliards de francs CFA au 30 septembre 2020. La convention de dette croisée est un mécanisme qui consiste pour chacune des parties à l'accord à faire l'état de ses créances vis-à-vis de l'autre. Au bout de ce calcul, une compensation est faite de façon automatique. Ce mécanisme est généralement sollicité par les entreprises dans la mesure où il leur permet de sauvegarder leur trésorerie. Ceci en payant par exemple leur impôt à l'État par un simple jeu d'écriture comptable lorsqu'elles ont elles-mêmes de l'argent à réclamer au pouvoir public. Du Cameroun, on se rend au Gabon où des pères éducateurs sont outillés dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Il s'agit d'une trentaine d'inspecteurs pédagogiques formés sur le protocole sanitaire en milieu scolaire mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Reportage. Une trentaine d'inspecteurs pédagogiques qui suivent cette formation sur les techniques de prévention, les stratégies nécessaires pour le respect des mesures gouvernementales dans le cadre de la riposte à la pandémie en milieu scolaire. Il s'agit ici d'une formation de formateurs. Donc, ils vont former les enseignants, les personnels administratifs qui, eux, vont se mettre à appliquer le protocole sanitaire sur le terrain. Donc, ils vont être déployés, après la formation, ils vont être déployés à travers le territoire national pour assurer cette formation et pour déjà observer le suivi de celle-ci au niveau de la mise en pratique. Il s'agit ici pour les techniciens du COPIL d'apporter un soutien au protocole sanitaire mis en place par le ministère de l'Éducation nationale en formant ceux qui par la suite deviendront des pères éducateurs. La coordination technique apporte donc cet appui dans différents domaines, notamment sur la surveillance épidémiologique, sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement, sur la prise en charge. Donc nous sommes là, nos techniciens, nos différentes équipes sont là pour renforcer les compétences de ces personnels, pour leur permettre de s'approprier justement les différents instruments de la lutte, notamment les mesures barrières, comment porter les masques, à quel moment on doit pouvoir les porter, comment se laver les mains. Donc c'est ce que le comité technique va apporter au cours de cette session de formation. Le dispositif de sécurité sanitaire dans les établissements passe par l'assainissement, la désinfection, l'installation des stations de lavage des mains, mais également par la connaissance et l'application des gestes qui sauvent. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez cette session sur le www.ortb.bj. Portez-vous bien.